9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Les années Mitterrand, l'arrivée du sida, Tchernobyl, pas de doute, nous sommes en plein dans les années 80. Journaliste brillant, chroniqueurs affûtés, souvenirs cocasses et histoires truculentes, le quotidien Libération connaît alors ses heures de gloire. Du festival de Cannes au défilé de la Fashion Week, le journal dirigé à l'époque par Serge July est partout de tous les événements culturels et sociétaux. C'est lui qui donne le ton avec ses jeux de mots, ses calembours en une, ses nécros mémorables. La patte Libé est née et le quotidien s'impose dans le paysage français au point qu'il soit parfois imité. Mais au début, ce n'était pas une évidence. Question, comment Libération est-il parvenu à s'imposer dans la vie culturelle et médiatique? Comment Libé a su évoluer avec son temps? C'est ce que raconte une BD, Libération, nos années folles, 80-96, qui vient de paraître chez Casterman. Avec nous, les deux co-auteurs, deux témoins des grandes heures de Libération. Bonjour Marie Coleman. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé à Libé de 81 à 96. Gérard Lefort avec nous, bonjour. Bonjour Philippe, merci de nous accueillir. C'est un plaisir, vous êtes également journaliste, vous avez commencé à travailler à Libé à l'orée des années 80 et vous n'avez quitté le journal qu'en 2014, c'est bien ça? Vous étiez au service cinéma, je me souviens de vos papiers, on va en parler, avant de devenir rédacteur chef du service culture. C'est pas vous qui dessinez, Marie Coleman, Gérard Lefort, quel a été le point de départ de cette BD? C'est très simple, c'est parti d'un déjeuner avec les gens de Casterman, notamment Benoît Mouchard, qui est le patron de Casterman, et qu'on déjeunait, on rigolait, on se racontait des trucs, je racontais des trucs, et il a fini par dire mais toutes ces choses se racontent, elles ont un intérêt général, et immédiatement j'ai embrayé en disant oui je te comprends très bien, mais en fait on était deux, je te raconte des histoires moi toute seule, mais en fait on était deux. Donc voilà, j'ai essayé de convaincre Gérard, ce qui n'a pas été sans mal. Ah bon? Eh ben il va vous raconter, il était un peu réticent. Pourquoi que Gérard Lefort? j'ai l'impression que ça n'intéressait personne, même pas nous, et que c'était, on a des bons et des mauvais souvenirs, mais aucune nostalgie, ni Marie ni moi. Donc on s'est dit non, c'est pas intéressant. Moi je vous lisais mais j'ignorais ça. Vous racontez qu'au journal on vous appelait tous les deux ce binôme les Libé. Oui, parce qu'il y a un truc très important, autant Marie que moi, on disait pas qu'on était journaliste, on disait qu'on est journaliste à Libération. Qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire que c'était un journal totalement expérimental à tout point de vue, avec des très bonnes idées, et des idées à la con aussi, il faut bien le dire, des trucs... La conf de rédac, avec Serge July, le grand patron de l'époque, les insultes qui fusent, social traître, ordure trotskiste, ça existait vraiment, ou c'était un jour, ou c'était le quotidien? Non, c'était tous les jours. Ah non, c'était tous les jours. Réveillait, c'était le matin. C'était tous les jours. C'était tous les jours. On comprenait pas trop les enjeux des insultes parce que c'était des querelles, des vieux règlements de compte des années 70, des années plutôt. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'était des règlements de compte près 68, voire moins 68. Donc où c'était la gauche était très éclatée. Oui. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que vous racontez toutes sortes de petites histoires. Je voudrais qu'on commence par celle-ci qui m'a halluciné. C'est Marguerite Duras, qui n'était pas encore la figure qu'elle est devenue avec l'amant, le prix Goncourt, 1 million d'exemplaires vendus, qui écrit pour Libération. Et vous êtes chargé, Gérard Lefort, jeune journaliste, d'aller la voir. Elle a un texte, vous la rencontrez dans un café à Paris, le Bonaparte. Rien que d'y penser, ça vous fait déjà marrer. Moi, j'ai éclaté de rire en lisant, parce que c'est à double détente. Racontez ce qui se passe entre vous et Duras et Libé. Première détente, je suis un jeune journaliste, un jeune trou du cul, qui sert de go-between, de télégraphiste entre le journal et Marguerite, qui écrit donc pour le journal une chronique qui s'appelle L'été 80, car nous sommes à l'été 80. On me demande d'aller récupérer les textes de la grande Marguerite, donc voilà, dans le quartier Saint-Germain-des-Prés à Paris. Donc on a rendez-vous dans un café où elle a visiblement son rond de serviette, et j'arrive, et donc Marguerite me dit t'es en retard, ça commence bien. Donc on devait à 14h, il devait être 14h02. Donc voilà, ça commence bien. Et elle enchaîne en disant c'est bien Gérard ton prénom. Donc bon, très bien. Donc on discute, et puis elle me fait le cadeau, elle me dit il faut que tu lises mon texte, etc. Bon, mon nouveau chef-d'œuvre, etc. Je lis. Je n'y comprends absolument rien. Et du haut de mon insolence, je vous dis, de petit trou du cul débutant, j'ose lui dire, j'ai rien compris. Et là, ah oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vas encore dire que la Duras écrit n'importe quoi. Tu es vraiment... Enfin, elle me traite quasiment de nazi. Bon. Et puis elle réfléchit, elle me regarde, et après avoir sifflé un 5e Ricard, et elle me dit, c'est vrai que tu n'as rien compris? Oui, je lui dis, elle dit, bon, reste ici, je reviens. Et elle part. Or, je ne savais pas qu'elle habitait à moins de 100 mètres du café en question.
Et elle revient 1 heure plus tard, comme convenu, alors que je tremblais un peu, parce que j'avais pas un rond à l'époque, donc je voyais les tarifs et tout. Elle m'avait conseillé de prendre un sandwich au riz. Je dis non merci Marguerite, c'était quasiment 3 jours de mon salaire. Bon bref, et elle revient avec un nouveau texte qu'elle me fait lire et qui est formidable. Et là, je dis, la vache, c'est un très grand écrivain. Parce que elle met de côté son ego, qui était quand même colossal, et qu'elle écoute vraiment un jeune con que j'étais. C'est vraiment ce qui l'intéressait, c'était un lecteur, quoi. Après, elle vous a laissé l'addition. Il faut raconter ça aussi, parce que elle a dit c'est pour Serge Julie. Voilà. Et elle me dit, sautons dans ma Fiat Uno et filons au marbre. Donc la Fiat Uno, déjà, je me mords les joues pour pas hurler de rire. Et j'ose lui dire, c'est Marguerite, le marbre, ça n'existe plus depuis à peu près 20 ans dans les journaux. C'était un terme technique qui désignait la fabrication. Elle me dit, ah bon, très bien. Eh bien, je m'en vais. Donc elle part et elle me laisse seule à seule avec la douloureuse. Et là, le serveur la rappelle, Madame Duras, elle dit, mettez ça sur le compte de Serge Julie. Et le mec dit, Serge qui? Marie Coleman, ce livre, c'est une plongée au cœur du journal Libé, plus précisément au cœur des pages culture. Ça représentait quoi à l'époque, les pages culture de Libé? C'était un État dans l'État. C'est le village gaulois. Oui. C'est le village gaulois. Et ça donnait la tendance. Les radios, les télés, tout le monde regardait ce qu'allait faire Libé chaque jour. Mais oui, il y avait les radios, les télés, les producteurs de cinéma, les réalisateurs, les chanteurs, etc. Ce qui était... Franchement, je pense que Gérard sera d'accord avec moi. Ce qui était très, très exagéré, quoi, c'était nous accorder une importance, mais complètement. Mais c'était disproportionné, franchement. Non, franchement. C'était pas disproportionné. Je vais vous faire un compliment. Je m'en souviens. J'étais à Cannes. C'est le film de Dino Risi. Le titre, c'est Chronique d'une merde annoncée. On s'en souvient encore. Mais il y a une vraie raison, vous le savez. Alors dites-le. Alors, non, je la connais pas. Alors je vais vous dire. Ça allait même être une question. Comment se fait-il que cet épisode emblématique ne soit pas dans la BD? Racontez d'abord la raison, et ensuite pourquoi vous n'avez pas raconté je vais vous raconter la vraie raison. La vraie raison, c'est que le film, le film Chronique d'une mort annoncée, d'après Garcia Marquez. Voilà, d'après Garcia Marquez. Donc c'est un film qui a été tourné en Colombie, notamment à Carthagène, et qu'au cœur de ce film, il y a une scène avec Anthony Delon qui est recouvert de fientes de mouettes. Donc des merdes. On a bien compris. Voilà. Oui. Donc non, mais le film peut être réussi. Non mais donc Chronique d'une merde annoncée, du coup, ça fait un peu plus sens quand même. J'ai bien compris. Mais par ailleurs que le film n'était pas tout à fait à la hauteur. Il y a eu plein de mauvais films, mais j'avais jamais vu un film se faire dézinguer comme ça. J'ai 2 questions pour Gérard Lefort qui en rigole encore. Comment un titre comme ça passe? Comment la rédaction en chef dit ouais c'est bon, ça va, c'est honnête, allons-y, on publie? Mais le titre n'est pas de moi, il est de notre éditeur, ce qu'on appelle un éditeur. Ah, je crois qu'il était de vous. Bernard Loupias, faut lui rendre hommage, et qui a un accent du sud-ouest, un couteau, qui dit c'est une merde ce film, c'est une merde, j'ai lu ton pompier, c'est une chronique d'une merde. Je dis oui, très bien. On soumet au grand Manitou Serge Danet, qui était le grand Manitou de la critique, qui dit oui, c'est très bien. Ça part à Paris, et à Paris, personne ne trouve rien, et le lendemain matin, c'est l'émeute, il y a quasiment des contrats sur mon nom, etc. Bien sûr, on s'en souvient. Pourquoi c'est pas dans le livre? Pourquoi c'est pas dans la BD, cette histoire? Cet épisode, il me semble qu'il était assez connu. Il est un peu aveuglant sur l'histoire de Libération, parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, on me jette toujours au visage. Alors, chronique d'une merde annoncée. Bien sûr. Oui, bon, d'accord, mais c'est normal. Le personnage d'Antoine Decaune, qui faisait le critique, qui était méchant, qui n'aimait rien, Gérard Langue de pute, il s'appelait Gérard, pas pour rien. C'est pas totalement faux. Juste un mot, pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a aussi cette anecdote savoureuse. Vous êtes au Festival de Cannes, à une fête, tous les deux. Quand il y a des gens, des professionnels de la profession, pour reprendre l'expression de Godard, qui viennent vous voir, racontez. C'est simple. À l'époque, on a cette chance qu'on n'est pas identifié physiquement, ni par les attachés de presse, ni a fortiori par les réalisateurs et les acteurs. Donc on est dans cette fête, on s'approche d'un groupe avec Marie, on ne sait même pas qui c'est. Et là, c'était des femmes. Hein. Ouais, c'était des femmes. Dans la BD, ce sont 2 femmes. Alors, c'était peut-être 3, et elles étaient très en colère parce qu'elles n'avaient pas lu la critique. L'une d'entre elles était réalisatrice, on va taire son nom, et elle était très en colère parce que elle n'y avait pas eu la critique de son film dans Libération, et c'est pour ça qu'elle est très en colère. Et j'ajouterais aussi qu'on n'était pas du tout reconnu non plus dans la mode, ce qui nous permettait, et ce qui a donné ce genre de truc incroyable, c'est-à-dire qu'on était au premier rang et les gens pensaient qu'on était des incrustés. Mais racontez l'histoire avec ces 2 femmes qui vous... c'est génial parce qu'elles parlent de nous. Elles parlent de nous en notre présence, qu'elles ne savent pas qui on est. Donc elle dit Maurice Lefort, c'est une crapule, je le connais. L'autre dit elle y est comment physiquement, il est très moche, on dirait un viking. Et l'autre, la Marie Coleman, pareil, c'est une petite blonde obèse. Et là, nous, on est là, donc c'est le viking et la polonaise, c'est ça, voilà. Et on leur dit salut.
Et donc on leur a dit, le Viking et la Polonaise vous saluent bien, sont restés comme 14 ronds de flanc. Nos années folles, on n'a pas encore parlé de politique, on n'a pas encore parlé de Godard, on n'a pas encore parlé de Clint Eastwood, on n'a pas encore parlé des nécros, de Michael Jackson, de Bayon. Le Viking et la Polonaise, reste avec nous, Culture Média continue. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel. Libération, nos années folles, 1980-1996. C'est une BD publiée chez Casterman. Elle est signée pour les textes, le récit, Marie Coleman et Gérard Lefort. Pour les dessins, Pochep. Marie Coleman en parlait de ses dessins. C'est assez bluffant de réalisme. C'est à la fois de la BD, c'est rigolo, c'est des gros Mickey avec des gros nez, mais on reconnaît aussi les protagonistes. Lui, il n'a pas connu. Il a quel âge ce Pochep? Il n'a pas connu les folles années de Libé. Non, non, pas du tout. Il a environ 10-12 ans de moins que nous. Il a 54 ans. Voilà. D'accord. On a l'impression qu'il y était. Comment vous avez travaillé ensemble? Vous lui avez donné des photos? Non, pas du tout. Mais pas du tout, justement. C'est ça qui est... C'est impressionnant. On a l'impression qu'il était à côté de nous dans ces années-là. Il a interprété, c'est son trait. Alors, je vous précise, Philippe, on appelle ça un roman graphique. Roman graphique, vous avez raison. Je fais vous mon avez malin raison. parce que je l'ai découvert il y a un an quand on a signé chez Casterman. Alors, pendant que vous faites votre malin, je fais mon mea culpa. Et pendant que je le disais, je ne trouvais plus le terme. Et je me suis dit, l'un des deux va bien m'aider. Un roman graphique, Donc, vous avez raison. Graphique, ça veut dire un illustrateur, donc avec un talent fou, nous, on trouve. Et voilà, parce qu'il nous a transformés en personnages de fiction. C'est ça le truc le plus bizarre. On est devenus des personnages de bande dessinée, mais des gens beaucoup plus connus que nous, comme Serge July ou bien Serge Danet, qui était le grand chef du cinéma, ou Bruno Bayon, qui était Monsieur Rock'n'Roll, ou Pacadis, Pacadis. Voilà. Alors, Qui faisait la nuit, extraordinaire. Voilà, c'est une galerie de portraits. C'est nos héros dans le journal. C'est pas non plus une hagiographie. Il y a parfois de la critique. Marie Coleman, vous parlez du sexisme, de l'homophobie qui régnait dans les années 80 et 90, et même dans un journal de gauche éclairé qui était Libération. Mais bien sûr. Parfois, on a l'impression que c'est une belle bande de machos. Alors, je vais faire un truc atroce. Je vais faire la vieille. Je vais faire l'ancien combattant. Alors, j'ai remarqué un truc, c'est que quand même, que ça soit de gauche ou de droite, et à gauche, c'était comme ça. C'est quand même, ils s'asseyaient gentiment sur les droits des femmes, quoi. Ils étaient très révolutionnaires, mais pas pour les droits des femmes. Ouais. Voilà. Alors qu'il est revendiqué dans les éditos. C'est ça qui est frappant. Oui, c'est ça qui est génial. C'est pour ça qu'on vous pose la question. C'était le journal qui revendiquait l'égalité homme-femme, ne se l'appliquait pas à lui-même, y compris pour les droits des homosexuels. Il y avait quand même une petite part d'homophobie. Et est-ce que je me trompe? Est-ce que Libération de nos années folles, c'est aussi un petit clin d'œil à la culture gay? Oui, si on veut, on est à mort gay-friendly, comme on dit en français, mais bien entendu. Mais racontez comment j'étais stupéfait d'apprendre comment ils appelaient le service culture. Le bureau des enculés. Voilà, donc c'est assez vif. Parce qu'on était... Excusez-nous pour nos auditeurs d'Europe 1, mais c'est comme ça qu'il disait. Et Marie, tu as même eu une apostrophe. Parce qu'il ne nous le disait pas, nous, les garçons, il le disait aux filles. Oui, c'est-à-dire que moi, je suis arrivée à Libération par le... Parce que vous dites le service culture, et en fait, c'est pas vraiment ça. C'est très rigolo. Libération, c'était très fragmenté. Dans le service culture, il y a, d'une part, les livres et le rock, et d'autre part, les images, c'est-à-dire le ciné, la télé, la radio. Et le ciné, la télé, la radio sont vraiment le service, un service qui est différent et qui est pratiquement en guerre avec la musique et les livres, puisqu'il y a un couloir qui sépare ces deux sous-services, d'accord? Et que ce couloir s'appelle le passage du musée, en référence quand même à la guerre au Liban, etc. Donc si ça vous donne une petite idée quand même, et les gens d'une partie du service culture détestaient l'autre partie. Voilà. Alors justement, une des choses qui a fait la gloire de Libération et sa légende, ce sont les nécros. Et j'ignorais que ça passait par ce fameux couloir du musée, puisque c'est une personne du service cinéma qui va voir le boss du service rock en lui disant quand même il s'est passé un truc, c'est Bayon, c'est la mort de Michael Jackson, racontez la suite telle que vous la racontez ici. Eh bien je vais voir Bruno Bayon et je lui dis la tuile, Michael Jackson est mort, et il me dit ça n'intéresse plus personne, on va faire une brève dans un coin. Le mec dirige le service musique, mais je vous jure que c'est vrai. Je vous crois. Et donc je reste sans voix, moi, et voilà. Et je dis, on va quand même faire, oui, tu fais ce que tu veux. Bon, très bien, je fais ce que je veux. Donc j'appelle plein de journalistes et tout, et on a fait un numéro. C'est une des meilleures ventes de Libération, la mort de Michael Jackson. Dans l'album, il indiquait que c'est la meilleure vente. Je crois que c'est la meilleure vente. C'est peut-être la meilleure vente de ces années-là. Non, et donc, si je me souviens bien, c'est Éric Dahan qui torche 14 feuillets depuis New York. Éric qui est à New York, que je réveille, et qui me dit, Darling, tu veux combien de feuillets? Voilà la réaction. On s'appelait Darling. Oui, on s'appelait Darling. Oui, Dahan, il a fait tout le monde Darling. Bien sûr. Mais
c'est un cas inouï, quoi, et en même temps, c'est à rire, quoi, parce que, et après, Bayon, il dit, ça se vendra pas, enfin, ça ne fera pas une thune avec ça. Oui, je pense que c'est la meilleure vente de l'histoire du journal. Avec un très bon titre, Too Bad. Too Bad. Autre numéro qui a vraiment frappé les esprits et que j'ai encore, La mort d'Hergé. Raconter l'histoire. Oui, formidable, la branle-balle combat et tout. Hergé est mort, qu'est-ce qu'on fait et tout ça. Tout ça, bon. Et là, tout le monde est d'accord. Tout le monde Serge est Julier d'accord. comprend qu'il se passe quelque chose. Oui, et il n'est pas tatinophile, il connaît un peu, mais pas trop, comme tous les garçons, parce que c'est quand même plutôt une bande dessinée pour les garçons, n'est-ce pas, Marie? Oui. Bon. Il y a la Castafiore. Oui, bon, enfin bon. Non, c'est pas. Oui, voilà. Non, c'est pas un argument. Il y a la Castafiore, c'est pas un argument. Je vais vous dire, c'est un peu pervers de ma part parce que il y a cette réplique dans la BD. Il y a quelqu'un qui dit la Castafiore et quelqu'un qui dit c'est un travelot, la Castafiore. Oui, voilà. C'est peut-être vous d'ailleurs. Et très vite, je sais plus qui a eu l'idée géniale de dire mais c'est pas Hergé, c'est Tintin qui est mort. Donc voilà, le coup est parti. On va acheter à la Fnac tous les albums de Tintin. Et la très bonne idée qui est venue de Frédéric Gourcelat, qui était chef maquettiste à l'époque, c'est qu'on va illustrer tous les articles avec des vignettes de Tintin. Et ce qui est génial, c'est que ça marche. On avait oublié un léger détail. Tintin est journaliste. Journaliste sans journal. C'est quand même assez spécial, mais voilà. Et au même moment, il y avait un vote entre on votait en France, on votait en Allemagne, et le titre est génial, c'est France RFA, vote en stock, évidemment, hommage à Coq en stock. Un mot d'actualité, Libération avait des difficultés économiques, comme beaucoup de journaux, non seulement à cause des ventes qui baissent, mais aussi le prix du papier. Libé vient d'obtenir 15 millions du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Les atermoiements de la capitalisation de Libération ces derniers jours, qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire, c'est que ça a toujours été le cas. C'est-à-dire, on a eu plein de propriétaires, plein d'actionnaires, on a eu les chargeurs, ensuite, on a eu M. Drahi, enfin, actuellement, ils ont toujours M. Drahi, le patron de SFR. Donc, c'est un peu la routine à Libé. Et depuis les origines, Libé est endetté, voilà. Donc, mais autrefois, il appartenait à ses journalistes, à ses créateurs. Et ensuite, il s'est mis dans les mains d'investisseurs. Ça change quelque chose. Ah bah oui, ça a Je me changé. souviens des émois quand la publicité est arrivée dans le journal. Aussi, oui. Et là, écoutez, moi, je n'en sais pas plus que vous, c'est-à-dire que ce qu'on lit dans les journaux, moi, je crois que c'est une chance pour eux qu'il y ait un investisseur. Alors, ils ont une structure juridique très compliquée, c'est devenu une fondation, je crois. Donc, il ne peut pas être actionnaire principal, monsieur Kretinsky. Kretinsky. Oui, on ne dit pas Kretinsky, on dit Kretinsky. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Commencez pas. Peu importe comment ça se prononce, non, en fait. J'en ai discuté là, pas plus tard qu'hier, avec des journalistes de Libé qui sont plutôt contents que cet argent arrive en masse et qui espèrent que ça va un petit peu relancer l'affaire, quoi. Dernière question, est-ce que vous lisez tous les deux encore Libération? Alors, la réponse est oui, je me suis abonné et je m'en félicite parce que le numéro qui est sorti après la mort de Jean-Luc Godard rappelle et confirme que Libération est un très grand journal, que ces papiers-là, on ne les a lus nulle part ailleurs, avec cette finesse d'analyse, ces compétences et capacités. Personne n'a parlé de Godard comme Libé en a parlé après la mort. Donc c'est pour ça que moi, je continue à lire Libération. Même question, Gérard Lefort, vous le lisez encore? Bien sûr, je le lis sur le site. Je l'achète de temps en temps dans les kiosques. Et j'ai évidemment acheté le spécial Godard, Marie a raison, qui restera. Et dernière petite question, parce que sinon tout le monde va me dire, mais qu'est-ce qu'ils font maintenant, Gérard Lefort et Marie Coleman? Qu'est-ce que vous faites tous les deux d'un mot? On travaillote. Moi, je suis pas en retraite, je suis en retrait. Je travaille toujours comme pigiste, donc ça m'a rajeuni pour le magazine Les Inrecuptibles sur les livres. Et puis on écrit des livres. On écrit des livres. On écrit des romans graphiques. Merci d'avoir été avec nous en direct. Donc ce roman graphique publié par Casterman, Libération, nos années folles, 80-96. C'est signé Pochep pour les dessins. Pochep, je vais bien le dire. Marie Coleman, Gérard Lefort pour les textes et la mémoire. Merci d'avoir été avec nous en direct. Merci, dans Philippe.